à toutes et à tous, bienvenue sur Backstreet, bonsoir, incroyable. Bonsoir les gens, très heureux de vous accueillir, bonsoir et bienvenue dans cette magnifique émission Backstreet. Chers amis, on va parler de politique, on va parler de beaucoup de choses. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette très belle émission. Je suis entouré des chroniqueurs et chroniqueuses les plus formidables pour cette belle émission. J'ai oublié de dire bonsoir à ceux qui sont sur Twitch, YouTube, vous connaissez. À côté de moi, je suis avec Claire Lejeune. Salut Claire. Salut. Comment tu vas? Très très bien. Fait plaisir de te retrouver. Ouais, bah pareil. Claire, chercheuse en théorie politique. Oui, tout à fait. Ça se passe bien? Oui, bah toujours en thèse, donc c'est comme toujours, une thèse, quoi. Voilà, comme une thèse, on comme une ça. thèse. Mais écoute, mais c'est cool. c'est la fin du semestre, donc on s'achemine vers la fin du semestre, donc c'est la fin des cours, tout ça, donc plus de temps pour plonger dans les bouquins. Ah, formidable. Formidable. T'es parti en vacances ou pas? Oui. Ah bah, c'est chouette, oui. Ouais. Écoute, très bien. T'as pu te reposer, tout ça? Oui. Ok, bon bah super. Très bien. À côté de toi, Antoine Bristiel. Salut Antoine. Salut Jean. Ça va? Il va très bien, très très bien. Antoine, tu es directeur de l'Institut de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. De l'Observatoire de l'opinion. T'as vu, j'essaie de le faire de tête cette fois-ci, mais je me plante. Vu ça. Exactement. Donc c'est la Fondation Jean Jaurès, c'est pas le... Oui, non, c'est ça là, Jean Jaurès. Mais c'est trop compliqué, je suis d'accord. T'es parti en vacances, toi? Pas récemment, non. Pas récemment, d'accord, ok. Bonsoir le chat, hein, vous êtes tous là. Et on n'est pas avec Usul, on est avec Malek. Salut Malek. Je m'appelle Usul ce soir. Ah oui, c'est vrai, salut Usul. Salut Jean, salut le chat, salut tout le monde. Ça va toi? Ça va très bien. Ouais, ça va. J'ai couru, mais je suis là. Oui, parce que avant que ça s'allume, il y a quand même un truc incroyable qui s'est passé. C'est quoi? Alors, on attendait Malek, et là, à 10 secondes près, littéralement, ouais. Non, mais il est arrivé. Le savoir-faire, le talent. Voilà, le Just talent. in time. Malek, tu remplaces au pied levé Usul, qu'on embrasse. Le Usul, copain, Usul qui a eu un pépin, qui est malade, qui nous regarde. On lui fait des gros bisous. Merci à toi, Malek, d'être venu. Malek, ancien chroniqueur télé, t'es communicant en politique. Et voilà. Ouais. Et ça fait plaisir de te Et retrouver. content d'être là, très content. On va parler de plein de trucs, chers amis, dans cette magnifique émission Backseat. On va recevoir dans la deuxième partie de l'émission notre invité politique de la semaine. Il s'agira de la ministre déléguée qui s'occupe des petites et moyennes entreprises, qui s'occupe également de l'artisanat, qui s'occupe aussi du tourisme. Il s'agira de Olivia Grégoire, qui sera avec nous sur le plateau. On a plein de questions à lui poser. Mais avant ça, on va parler des sujets actus. C'est parti pour l'actu de la semaine. Ah, t'as vu, je suis chauffeur de salle, c'est incroyable. Merci le public, vous êtes extraordinaire. Alors, actu de la semaine. On voulait quand même parler d'un phénomène qui touche notre beau pays depuis quelques temps, c'est le casserole gate. Il y a des concerts de casseroles à chaque déplacement de ministre. C'est devenu en très peu de temps le phénomène de contestation de la réforme des retraites. Et plus globalement de la question, d'ailleurs c'est une question que je vous pose, on va en discuter, mais de la question démocratique dans ce pays. Emmanuel Macron a ironisé sur le sujet en disant les casseroles ça sert à faire la cuisine. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France? Comment est-ce que vous expliqueriez ça à un pote qui vient de l'étranger qui dit what the fuck? Il y a des casseroles partout à chaque fois qu'un ministre se balade. Bah, Antoine. On a quand même, ça montre une vraie crispation du pays finalement, hein, parce que quand tu regardes les choses, effectivement, t'as le blog d'Emmanuel Macron qui essaye de passer à autre chose, et à côté de ça, t'as une vraie crispation dans la population. T'as quand même 61% des gens qui disent il faut que le combat contre la réforme continue. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que tu vois que t'as un petit changement dans les modes d'action. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Bah oui, parce que toute la séquence jusqu'à présent, c'était quand même les syndicats qui étaient au front, qui étaient ceux qui... Grande journée de mobilisation. Exactement, ouais. C'était ça, alors que maintenant, c'est plus des choses qui s'auto-organisent. Et je pense que tu l'as vu, mais sur Twitter, le Interville pour les déplacements d'Emmanuel Macron, enfin pas d'Emmanuel Macron, mais même de tous les ministres et de tous les membres de la majorité, pour essayer justement de s'opposer. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est quand tu les entends dire... bah non, c'est pas démocratique cette chose-là, il faut être dans le dialogue. On sort d'une séquence où c'est eux qui étaient c'est pas le manque de dialogue trop dans le dialogue. Ouais. Donc c'est un peu ça qui provoque cette situation. Ce qui est d'ailleurs le symbole, je crois que ça a été lancé par Attaque au début, cette idée de casserole, c'est justement faire du bruit pendant qu'Emmanuel Macron faisait son allocution pour symboliser le côté, mais en fait tu nous parles, mais comme t'entends pas, c'est ça que ça symbolise. Il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat, est-ce que les casseroles c'est le new gilet jaune? Ouais, c'est super intéressant comme analyse parce que là, ça montre aussi la créativité du mouvement social et d'un mouvement populaire, effectivement, de s'emparer de plein d'objets qui sont juste dans notre quotidien et d'en faire les outils d'une mobilisation politique. Et c'est là, je pense que ce qui est emblématique avec ce mouvement des casseroles, c'est vraiment
qu'on arrive au bout d'une situation où, quand même, manifester, s'organiser de cette manière-là, il y avait quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une confrontation, mais où il y a une parole qui s'échange. Là, en fait, on arrivait à un tel point de crispation et de manque de confiance dans le gouvernement que en fait il y a plus que le bruit pour leur répondre, parce que ce qui nous oppose, c'est une forme d'ironie, mais c'est aussi parce que eux nous opposent une parole qui est vide. C'est aussi parce que eux, leur parole est devenue, c'est un peu de la vacuité, tout leur discours. On a l'impression que c'est vraiment, que c'est vide de sens. Les casseroles, c'est aussi pour leur dire vous nous entendez pas, on vous écoute pas, et à votre parole vide, on vous répond par du bruit, on vous couvre en fait. On a vu que les préfets dans les territoires ont sorti des arrêtés interdisant, alors ça a fait marrer tout le monde, même si c'est pas très drôle, mais les dispositifs, c'était quoi? Dispositifs sonores portatifs. Ouais. Portatifs, c'est précis. Mais d'ailleurs, il y a un truc assez marrant qui est sorti, c'est quand tu disais l'innovation des mouvements sociaux, c'est que pour faire face à ces interdictions, maintenant tu as une page internet que tu peux ouvrir et ça te fait le bruit d'une casserole. Avec ton téléphone. Et même si tu mets ton téléphone en veille, le bruit continue. Ouais. Donc, c'est là que tu vois quand même qu'il y a des innovations. Vous voulez jouer au con, on va jouer au con. Ouais, non, c'est je comprends. exactement ça. Malek, est-ce que ça empêche le gouvernement de passer à autre chose? Est-ce que c'est ça l'objectif de ces manifestants? Je pense que c'est l'objectif des manifestants, et de deux, je me demande comment le gouvernement va faire pour passer à autre chose. On fait le lien avec les gilets jaunes, je me demande si en réalité, en profondeur, en silence, je me demande si ce n'est pas encore plus large que les gilets jaunes en réalité. Ah ouais? S'il n'y a pas plein de gens qui sont chez eux, qui aimeraient en vrai sortir avec leur casserole et qui se disent il y a des copains en fait qui tapent là sur des casseroles pour nous, parce que c'est un ras-le-bol qui est général, qui dépasse la question de la réforme des retraites, on l'a dit. Et ce qu'il faut dire aussi là sur ces arrêtés, sur les fameux dispositifs sonores portatifs, c'est que là les préfets utilisent des dispositifs des lois antiterroristes et que c'est pas des dispositions qui étaient faites pour justement interdire à des manifestants de taper sur des casseroles. Je précise que, comme je vous l'avais déjà expliqué, lorsque des préfets prennent des arrêtés, ces arrêtés peuvent être contestés devant un juge administratif. C'est le principe de l'état de droit. Les actes de l'État, de la puissance publique sont contestables en justice. Et des juges ont déjà cassé des arrêtés préfectoraux de ce genre-là, en disant, en fait, ça outrepasse très largement, et c'est attentatoire aux libertés des gens de se balader s'ils le souhaitent avec une casserole, même de taper dessus s'ils le veulent. Ils sont libres de le faire. Mais il y a une forme de cynisme, parce qu'il y a aussi des gens qui de la part des préfets et du gouvernement, il y a des gens qui analysent ça en disant mais en fait ils savent très bien que l'arrêté va être cassé par un juge, mais en fait ça va durer le temps des 24 heures qu'il faut pour le déplacement du ministre. Donc en fait si le lendemain matin l'arrêté est cassé, trop tard, c'est quoi, on a confisqué toutes les casseroles. Mais faut se rendre compte de quand même là où on en est, ce que doit faire le gouvernement pour juste permettre à des membres du gouvernement de juste faire des déplacements, quoi. Donc c'est incroyable quand même la situation dans laquelle on se retrouve, et là il y a une vraie question à se poser sur la légitimité démocratique d'un gouvernement qui peut plus faire un pas sans être poursuivi par des casseroles. Donc il y a le fait de l'élection, bien sûr, et ensuite il y a cette séquence sur la réforme des retraites qui a créé un niveau de non-écoute qui est quand même dingue, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait remarquer dans le chat, et tu as raison, que le rôle des préfets, c'est de protéger les membres du gouvernement lorsqu'ils se baladent. Et c'est vrai, je remets pas ça en cause dans le fond, parce que ça a du sens. Ce que je remets en cause, c'est que, c'est que tu menaces personne avec une casserole et une baguette en bois, en fait. Tu fais démonstration de bruit, de chant, de manifestation au sens premier du terme. Ce n'est pas attentatoire à la sécurité des personnes. Et c'est ça d'ailleurs que les juges disent, non, en fait, on peut empêcher aux gens de se balader avec des flingues, on peut empêcher les gens de se balader avec des trucs qui ont vocation à être attentatoires. Aller dans une logique de faire du bruit, c'est de l'ordre de la liberté d'expression, de mobilisation, etc. Malek, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je pense que ce n'est pas du bruit, en fait. Je pense que c'est un message. Mais qui dit quoi ça alors? fait référence en fait à une discussion hier que j'ai avec mes potes, désolé, mais oui, mais en couple, même un silence est un message en réalité. Et là, je suis désolé, mais le bruit de ces casseroles, le gouvernement dit oui, mais regardez, les manifestants, ils veulent pas discuter avec nous, ils veulent pas le dialogue, ils sont en train de taper sur des casseroles. Se taper sur des casseroles aujourd'hui, c'est un message, une manière de faire passer un message, parce que le gouvernement n'a pas écouté un message les mobilisations qui ont été. Parce que le message, ça peut être, on veut pas discuter avec vous. Tu vois, Mais moi, je le ressens pas comme ça. Moi, je le ressens, les gars, ras-le-bol. Il y a un an, on a un président de la République qui a été élu en me disant, les gars, je vais faire autrement, je vous comprends.
je sais dans quelles conditions j'ai été élu, qui fait l'exact contraire. Et de la même manière que sur la réforme des retraites, avec des dispositions où on a appris, grâce à Jérôme Guedj, que le gouvernement savait consciemment que des dispositifs n'allaient pas passer, et ben là, voilà, ils se font leur petit arrêté en disant, voilà, quoi qu'il arrive, à la fin, ils seront cassés, mais on va gagner un peu de temps. C'est bon, le sketch, il s'arrête quand? Il y a quelqu'un qui précise que d'après Libé, visiblement, le ministre de l'Intérieur a fait savoir au préfet par un courrier qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser ces dispositifs antiterroristes. C'est pas mal. Ouais. Donc démerdez-vous, trouvez d'autres raisons légales. Claire. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que c'est quand même encore un message de faire du bruit avec des casseroles. Et je trouve ça hyper intéressant par rapport à la perspective sur la suite. C'est-à-dire que là, on est encore... le mouvement tient, en fait. Le mouvement, il est encore là, il est diffus. On voit sur la carte que crée Attaque qu'en fait, il y a plein de points de rassemblement. Il y a la manif du 1er mai qui va arriver. Donc, en fait, le mouvement, il n'est pas du tout terminé. Donc, c'est une colère qui est encore active. La question, c'est en fait si le gouvernement continue dans cette voie-là, continue à dérouler comme si de rien n'était. Vraiment, c'est comme s'ils étaient dans un espèce d'univers un peu clos par rapport à la réalité de l'atmosphère du pays. Est-ce que cette colère, est-ce que ça va pas devenir du désespoir et une espèce de renoncement? Et ça, c'est encore plus dangereux pour notre démocratie que cette colère active, créative et qui lâche rien. Et quelque part, il faudra un moment réfléchir à c'est quoi le débouché politique de ce mouvement-là. Absolument. Et ça, la réponse n'est pas encore Alors, on va en claire. parler, parce que le gouvernement, de son côté, prend des initiatives. On va en parler après. Mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur sa question de la légitimité d'un gouvernement qui peut même plus se déplacer. Je me souviens, et c'est pas pour aller contre le mouvement des casseroles, ça y est, on va l'appeler comme ça maintenant. Mais c'est qu'à l'époque du mariage pour tous, dont on fête les 10 ans, Christiane Taubira, les anti-mariage pour tous, avaient organisé un système de perturbation de l'ensemble de ces déplacements sans exception. Et Christiane Taubira, à chaque fois qu'elle mettait le pied quelque part, elle était attendue par des centaines de manifestants. Alors, ils tapaient pas sur des casseroles, mais ils chantaient des slogans anti-Taubira, Taubira démission à l'époque, et anti-mariage pour tous. Donc c'est aussi un moyen d'action public, la perturbation systématique, une espèce de truc perlé qui a existé par le passé. Disons que là, c'est une chose parmi d'autres à ce niveau-là. Et ce que tu vois quand tu disais la colère, ça, tu le vois énormément dans les enquêtes d'opinion. À l'heure actuelle, tu as 56% des Français qui comprennent les insultes. Alors, on n'est pas sur les casseroles, on est sur les insultes envers les membres du gouvernement et envers Emmanuel Macron. Et ça, c'est des chiffres que tu vois quasiment jamais. C'est-à-dire que d'habitude, tu as quand même une majorité de gens qui disent non, il faut rester dans un débat qui est respectueux à la fois des institutions et respectueux des personnes. Mais là, il y a une vraie crispation, il y a une vraie colère qui est encore active à l'heure actuelle. Donc ça peut donner une sorte de fatalité, de fatalisme derrière si les choses n'évoluent pas, ce qui est quand même le débouché le plus probable vu la volonté d'Emmanuel Macron et du gouvernement de continuer un petit peu coûte que coûte et de passer à une séquence autre, même si la population ne le veut pas. Mais tu as cette colère qui est là et qui est indéniable à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai. Et moi, sur le long terme, puisqu'on parlait de la réaction du gouvernement en face, je pense que pour certains ministres, sur la durée, ça va être très difficile à vivre. Je pense au ministre Brown à la santé ou à Pape Ndiaye. Pas sûr que dans leur passé, ils aient été habitués à autant de violence en réalité. C'est intéressant ce que tu dis. Et Pape Ndiaye, je suis pas sûr qu'il ait bien vécu en fait sa séquence arrivée gare de Lyon, avec l'accueil qu'il a reçu. Et sur la durée, ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir parce que je sais pas s'ils vont accepter et tenir. Tu rappelles quelque chose d'important que moi j'avais déjà expliqué plusieurs fois, effectivement, c'est que cette nouvelle génération de politiques issus de la société civile, le mouvement qui a emmené Macron dès 2017, a fait monter à des postes de responsabilité des gens qui n'ont pas l'habitude de la politique de terrain, pour le meilleur comme pour le pire. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que dans le pire, il y a aussi des gens qui ne sont pas habitués à cette contestation, à cette prise à partie, ce que n'importe quel élu local a déjà vécu plein de fois. C'est ce que je dis souvent, se faire allumer sur la place du marché, n'importe quel député qui a fait de la politique pendant 20 ans, t'inquiète, il en a vu d'autres, se prendre des tôles, ça lui est déjà arrivé, se faire dégager, se faire censurer des décisions municipales, il a déjà fait, perdre des élections, il est déjà passé par là. Donc il y a un côté, effectivement, t'as des ministres qui ont une carapace et qui savent gérer ça, voire même qui savent aller au contact. Il y en a qui sont bons pour ça, pour dire, vas-y, on se parle. Et il y en a d'autres qui, c'est moins leur truc. Et il y en a un au milieu de tout ça, c'est quand même Emmanuel Macron, qui a jamais été élu nulle part avant de devenir président de la République. Première élection président, bravo d'un certain point de vue. Et en même temps, d'un autre point de vue, on le voit dans ses déplacements, à chaque fois qu'il y a un micro tendu, il dit des dingueries. Enfin, il dit des dingueries dans un contexte particulier, encore une fois. C'est pas ce qu'il dit qui est dingue, c'est dans le contexte de vu ce que les gens lui renvoient. Est-ce que c'est la bonne méthode d'ironiser sur les casseroles ?
Pas sûr en termes de com. Là, je pense que tu as deux trucs. C'est que, d'une part, quand tu regardais les traits d'image qui étaient prêtés à Emmanuel Macron, il a toujours été mauvais sur les traits d'image proximité avec la population. Par contre, avant, il était bon sur les traits d'image de c'est un réformateur, il est capable de faire bouger le pays, il est capable d'aller de l'avant. Donc là, il est toujours aussi mauvais sur le côté proximité, mais maintenant, il est quasiment aussi mauvais sur le côté réformateur capable d'avancer. Et c'est ça qu'il est dans cette logique-là. C'est pour montrer, d'une part, que il est au contact, il avance, il passe à une autre séquence, il est plus proche de la population, et aussi il a quand même le côté indéniable de devoir, dans un pouvoir qui est aussi vertical et qui a été théorisé comme vertical, c'est-à-dire qu'il se passe des corps intermédiaires, c'est lui, quand il le choisit, qui va au contact de la population. C'est sa façon de faire de la démocratie. Prochaine étape, excuse-moi, vas-y Claire. Ouais, en fait, si on regarde l'arrivée de Macron au pouvoir, entre l'arrivée de Macron au pouvoir et maintenant, en fait, il y a un espèce de rétrécissement des sphères et des situations dans lesquelles il peut s'exprimer. C'est-à-dire que déjà, on a eu, je pense au tout début, il pouvait faire un déplacement, faire un espèce de bain de foule très contrôlé et tout, mais globalement, il pouvait le faire. Ensuite, le grand débat, c'était déjà assez clos comme espace, c'était un nombre limité de personnes, il y avait un soupçon de est-ce que c'est sélectionné ou pas. Et là, il est obligé de faire des visites surprises, par exemple sur le marché de Dole ce matin, genre vraiment en prévenant à la dernière minute, etc., pour surtout faire en sorte que ce soit calme. Et il fait des séquences du genre face au lecteur du Parisien. Merci. Le truc hyper c'est pas le premier, cadré. mais c'est effectivement, c'est le côté populo, mais qui en fait... Un président qui peut même plus faire de déplacement sans que tout soit mesuré, sécurisé. Et avec son groupe électrogène aussi. Avec son groupe électrogène. C'est quand même assez rare. Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir été plus présent dans le débat public pendant la réforme des retraites. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à lui pardonner. Mais c'est aussi un peu le problème que le gouvernement et tout le bloc d'Emmanuel Macron a eu depuis le début. C'est encore une fois de considérer que c'est la communication qui pêche, qu'il faut faire davantage de communication, mieux communiquer, les meilleures personnes. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas, qu'il y avait un vrai blocage qui était sur le fond et pas sur la forme et la façon de présenter les choses. Je reviens quand même sur le grand débat national parce que sans être un grand défenseur du grand débat national, je note quand même qu'à l'époque, ça avait été une forme quand même de réponse au mouvement des Gilets jaunes où le président de la République s'était mouillé au sens premier, avec toutes les limites que ça avait, mais il y avait des séquences dans lesquelles le président répondait à des gens, se faisait engueuler devant des caméras. Et ça, en tout cas, il pouvait avoir comme argument de dire vous ne pouvez pas me dire que je n'ai rien fait et que je n'ai pas cherché à aller au contact des gens, quitte à me faire engueuler, etc. Ok, t'as ça pour toi, bon, ça réconciliait pas grand monde, mais au moins il avait ça. Là, il a même pas ça. Je ne vois pas dans les dispositifs mis en place par Emmanuel Macron d'innovation, de se dire ok, on est en train de vivre un moment chelou, allez, va falloir reprendre le taureau par les cornes, enfourcher le tigre, appelle ça comme tu veux, mais ok, on crée un truc. Convention citoyenne, il a déjà essayé, ça a donné d'assez bons résultats d'ailleurs sur celle sur la fin de vie, on en parlera un jour dans Backseat. Grand débat national, il l'a déjà fait une fois, il pourrait le refaire. Grand débat national V2, tu vois. Là, bon, on a une conférence de presse, on a une interview aux 13h, puis une allocution, puis une conférence de presse d'Elisabeth Borne qui nous fait un truc très Premier ministre, blablabla. En fait, il y a des gens dans le chat qui font remarquer, faut pas non plus se flageller, c'est comme ça dans tous les pays. C'est vrai, oui, les dirigeants de tous les pays, surtout en ce moment dans une crise globale de la démocratie, sont contestés dans les rues, etc. C'est vrai. Mais là, on a vraiment l'impression d'être dans une ambiance de fin de quinquennat. Alors qu'on est au début de son deuxième quinquennat, c'est ça qui est fou, il reste 4 ans. Au-delà de ça, on est dans une dérive autocrate, je sais pas précisément le mot à poser là-dessus, mais il y a clairement quelque chose qui est en contradiction avec le modèle de la démocratie libérale. C'est-à-dire que, vous avez quand même historiquement le modèle démocratique qui se construit de manière conjointe à un pacte économique de libre marché, etc. Et là, on a un recul sur toutes les libertés politiques qui sont normalement associées à ce pacte social-là. Donc, c'est pas anodin du tout ce qu'on est en train de se passer. Et c'est assez emblématique d'une tendance qui, là, est présente en germe dans plein d'endroits dans le monde, qui est une verticalisation des modèles néolibéraux. Et c'est ça qu'on est en train de vivre et de manière assez flagrante en France aussi parce qu'on a un attachement on a une histoire qui fait qu'on a un attachement aux libertés politiques, à la défense de ces droits fondamentaux qui est hyper forte et hyper vivante aussi dans les manières que le peuple français a de les porter.
C'est ce qu'on disait avec Usul, c'est vraiment un président du début des années 2000, mais qui a le malheur de gouverner dans les années 2020, à un moment où, en fait, pour plein de raisons, on est passé à autre chose. Il y a le défi climatique, il y a la crise de la démocratie, il y a la crise financière de 2008 et la Covid en 2020 qui a un peu changé la donne. Et lui, il continue avec des recettes qui, en fait, sont très datées. Enfin, Malek, tu veux dire un truc? Tu l'as dit, on est qu'au début du quinquennat et on a ce petit parfum de fin de quinquennat. Et au-delà de l'aspect de pays ingouvernable pendant les 4 prochaines années, il y a le truc de l'équilibre du pays, et pour moi, là, c'est le vrai danger. Ok, la prochaine réponse, ça peut être un grand débat volume 2, mais à condition de faire quelque chose des doléances après, à condition d'apporter une vraie réponse. En fait, la vraie inquiétude, là, c'est s'il n'y a pas de réponse, pas en apparence, mais une vraie réponse concrète apportée au pays, j'ai peur que ça flambe et pas dans de bonnes conditions, quoi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, jamais un président n'a été aussi peu populaire, aussi rapidement dans un quinquennat. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est hyper structurel. C'est qu'il y a une rupture, quand même. C'est qu'il y a une rupture. Ouais. Et je pense que c'est même au-delà de la personne même d'Emmanuel Macron et de la politique qui est mise en place. C'est Fabien Escalona, qui est journaliste à Mediapart, qui écrit un livre, La République à bout de souffle, la 5e République à bout de souffle, je ne sais plus le titre exact. Pardon, Fabien. Mais pour montrer qu'il y a un vrai problème institutionnel à ce niveau-là, parce que le niveau de défiance dans les institutions politiques, il est de plus en plus important, un sentiment de déconnexion entre les élites politiques, les institutions et la population, et ça nécessite d'avoir des réformes qui soient structurelles sur les enjeux démocratiques et sur les enjeux institutionnels, qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement. Parce que mine de rien, ça aurait pu être une vraie annonce dans cette allocution où il n'y avait rien dedans finalement, d'avoir quelque chose sur l'aspect démocratique des choses. Mais ce n'est pas un problème qu'ils ont l'impression de vouloir prendre en compte. On parle d'une convention citoyenne démocratique. Moi, je me pose vraiment la question de manière très naïve. Ok, admettons, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui changerait la donne durablement pour permettre les 4 prochaines années de son quinquennat? Moi, je pense que j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où il faut qu'il déclenche une constituante, tu vois, un truc comme ça, en disant en fait, c'est bon, de toute façon, il y a un côté, c'est mon dernier quinquennat. De toute façon, je serai pas candidat. Donc, je mets la clé dans la machine en disant, j'enclenche des débats nationaux qui dureront le temps qui dureront, et ça peut être 4 ans s'il faut, en vue d'une rénovation profonde de nos pratiques démocratiques et tout. Ça veut pas dire qu'il y aura un référendum dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, je m'en fous. Mais en tout cas, il met la clé dans la machine et il restera comme le président qui a démarré le processus permettant d'aboutir à un truc qui un jour peut-être sera une 6e République, je ne sais pas. Mais il est même pas obligé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est même pas obligé de dire où il veut que ça aille. Oui, c'est clair. Non, mais ça, je suis d'accord. Je pense même qu'une majorité de Français peut lui dire, ok, on te reconnaît ça, d'avoir eu l'intelligence de démarrer un processus. Et ça va prendre du temps. C'est ce que Mélenchon disait quand il promettait ça. Mais parce que tu pourrais avoir une mesure qui est extrêmement simple. C'est juste un décret de convocation du corps électoral. Tu pars du constat qu'il faut remettre davantage de place pour le parlementarisme par rapport à l'institution présidentielle. Donner un poids plus important au Parlement. Tu as une mesure qui est simple à faire, c'est que tu mets les élections législatives le même jour que l'élection présidentielle. Comme ça, tu n'as pas ce phénomène du fait que les élections législatives sont des élections de confirmation de l'élection présidentielle, et ça te remet l'Assemblée nationale au centre du jeu. Je veux dire, même avec quelque chose d'extrêmement simple... Tu prêches un converti, moi j'ai toujours été pour la synchronisation. Donc, Claire et Malek. Mon diagnostic, c'est qu'en fait, les crises multiples, mais qui en fait sont une même crise, si on les prend de manière globale, en fait, elles demandent un changement de paradigme sur le plan politique, social, économique, qui est beaucoup plus profond que ça. Et en l'état, dans l'idéologie qui est la leur, il n'y a aucune solution qu'ils peuvent apporter aux crises qui sont les nôtres. Donc oui, on peut bidouiller des choses, ils peuvent lancer des conventions, etc. Mais en fait, si on veut une forme de résolution, ou du moins de mouvement vers quelque chose qui serait apparenté encore à du progrès ou à des résolutions de crise, en fait, c'est un changement de paradigme qu'il faut. Donc en fait, il y a un petit peu cette sensation que c'est pas récupérable, ce quinquennat, parce que juste, ils sont dans un prisme idéologique dont ils ne bougent pas. Même des mouvements extrêmement forts qui les secouent, ils sont pas en capacité de les entendre. Donc en fait, la question, c'est l'étape d'après. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, quand je pose ça sur la table, mon but, c'est même pas de sauver leur quinquennat, je m'en fous un peu. Pour moi, on est au-delà de ça. C'est pas la fin du quinquennat de Macron qui va changer la donne. Lui, il croit dur comme fer qu'avec le plein emploi, la maîtrise des comptes publics et le réinvestissement et la réindustrialisation, il réussira à réembarquer la France, etc. Tant mieux s'il y croit. Bon. Moi, je pense qu'on est très au-delà de ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait c'est quoi une constituante. Pardon, j'ai pas précisé effectivement, une assemblée constituante. C'est un peu comme une assemblée nationale, sauf que l'Assemblée nationale, ça sert à faire
faire la loi. Une assemblée constituante, ça ne sert qu'à faire une seule chose, c'est une constitution. C'est ça, une assemblée constituante. Et ça peut être convoqué alors, c'est pas prévu exactement dans ces termes-là par la Constitution, mais point on en est, j'ai envie de te dire. Il y en a eu d'autres des grands présidents de la République qui ont imaginé des trucs constitutionnellement un peu ouf. Là, il faut faire. Emmanuel Macron a su faire preuve quasiment d'audace même en créant le grand débat national à l'époque, la Convention citoyenne pour le climat. Je sais que personne n'en voulait à l'époque. Oh là là, tout le monde gueulait, etc. Enfin, tout le monde gueulait. Je parle de la technostructure, machin, des conseillers d'État, des sénateurs et tout machin. Mais en fait, c'est pas ces gens-là qu'il faut écouter aujourd'hui. Il faut imaginer une autre manière de faire. Et si Emmanuel Macron pense à long terme à l'avenir du pays, indépendamment de son mandat, il continuera à présider jusqu'en 2027, c'est pas ce que je dis. Il peut lancer un processus en disant, allez, c'est le moment d'enclencher un travail qui peut être fait d'un côté d'un point de vue intellectuel avec des chercheurs, d'un autre côté médiatiquement avec des émissions qui y réfléchissent, qui peut être fait avec les citoyens, en lien avec des assos, même les partis politiques s'ils le souhaitent. Enfin voilà, j'en sais rien, j'ai pas les formes, mais je me dis qu'on arrive à un tel point que c'est peut-être vers ça qu'il faudrait, dans un monde idéal, se diriger. Mais clairement, parce que... Il y avait Malek qui voulait intervenir. Et Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est toujours ressorti depuis 2017. On nous a toujours dit qu'il était obsédé un petit peu par la marque qu'il allait laisser dans l'histoire. Ouais. Et j'ai un peu l'impression que c'est en train de se jouer là. S'il nous recrée encore l'espace de parole comme le grand débat, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ça qui va bousculer les choses. Il faudrait qu'il y ait... Parce que l'espace de débat, en réalité, il a été créé. Moi, à l'époque, à la télé, on a Marlène Schiappa qui est venue animer un grand débat. On a vu ce que ça a donné après. Il y avait pourtant 10 mesures. On pourrait aujourd'hui faire droit d'inventaire et dire, alors, Marlène Schiappa, on en est où ? Mais elle est occupée avec le fonds Marianne et elle peut pas tout faire et en fait il faudrait un engagement du président de la République de dire bon bah écoutez, il y a cet espace de parole pendant un moment donné et ensuite on va soumettre ça au référendum et vous voterez et voilà, et comme ça il y a l'espace de parole, il y a les actes et je pense que c'est la seule manière aujourd'hui de s'en sortir parce que sinon on part pour s'entêter jusqu'en 2027. Claire ? Ouais, en fait c'est un peu le contraire d'une respiration démocratique qu'il est en train d'enclencher. Ce qu'il aurait fallu. On a eu une élection présidentielle qui n'a pas tout tranché, parce que justement, il a été élu avec beaucoup de voix qui étaient venues faire barrage à l'extrême droite. Donc, élection présidentielle, ça tranche rien. On a une crispation extrêmement forte sur un projet qui était dans son programme et qui soulève des débats extrêmement profonds sur nos valeurs, sur nos rapports au travail, à l'économie, etc. Donc, le truc à faire après ça, c'est peut-être de dire, OK, j'ouvre la discussion démocratique large, y compris sur notre manière de gouverner, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Les 100 jours. Les 100 jours où il déroule. Il dit, OK, vous n'avez pas envie de marcher, je cours. Je trace. Et en plus, le pire là-dedans, c'est que c'est des 100 jours. Donc, il donne l'idée qu'on va aller très vite, on va faire plein de trucs, etc. Vous avez Borne qui dit, moi, je crois qu'en l'action, qu'au résultat, on va faire plein de trucs, etc. Et ces 100 jours, quand vous regardez la substance, c'est vide. Ils ont juste réimpacté des trucs qu'ils avaient déjà prévus, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur la vie au travail, ou que ce soit sur... Ils ont juste, en fait, c'est comme si vous aviez un cadeau vraiment pourri et il y a 10 emballages différents avant d'arriver au truc qui est dont vous n'avez même pas envie. Ils nous ont fait un pack familial des invendus, en fait. Ouais, voilà. Donc, il y a vraiment un problème du point de vue du rythme aussi. Non, mais Giscard nous a laissé Vulcania, Mitterrand nous a laissé le musée du Louvre, Chirac nous a laissé le musée du Quai Branly, Sarkozy nous a laissé le Grand Paris, Hollande nous a laissé la fondation La France s'engage. Oui, c'est vrai. Macron peut nous laisser le Front National. Travailleur. Voilà, justement. Voilà. Il peut nous laisser aussi autre chose mais ça ne revient que de lui. Blague à part, Notre-Dame. Ah oui, c'est vrai, Notre-Dame, pardon, c'est vrai. Ah oui, il va nous laisser Notre-Dame. Parce qu'Impossible n'est pas français, on a reconstruit en 5 ans parce qu'on est plus fort. Mais à part ça, sur l'histoire du Rassemblement National, ça serait quand même terrible pour un président qui veut autant marquer l'histoire et autant laisser une empreinte dans l'histoire que ce soit celui qui a précédé l'accession du Rassemblement National à la tête du pouvoir. Parce que, mine de rien, c'est pas une hypothèse il y a encore quelques années, c'était impossible. Maintenant, c'est improbable, mais de moins en moins improbable. Quand tu regardes l'état du pays à l'heure actuelle et le fait que Marine Le Pen incarne, qu'on le veuille ou non, le rejet par rapport à Emmanuel Macron. Et donc, vu la situation actuelle et vu la volonté de ne pas traiter les problèmes de fond, c'est quand même pas si improbable que ça.
On verra en tout cas les initiatives qui seront prises. En tout cas, vous en avez parlé rapidement. Conférence de presse d'Elisabeth Borne qui avait été teasée par Emmanuel Macron pour présenter du coup le programme de ces 100 jours qu'on a regardé ensemble en stream hier soir. C'était clairement une conférence de presse à destination des journalistes. Ça n'avait pas vocation à s'adresser au grand public parce qu'elle n'a rien fait d'autre que détailler ce qu'on savait déjà. Elle a tout remis dans un calendrier. Donc ce que je peux vous dire, c'est que en mai, on aura une loi sur les feux de forêt. C'est bon, personne n'a rien contre les arbres. On y va à tâtons. Voilà. En juin, justice, santé dans les territoires, sécurité numérique, création de France Travail. Dans la foulée, industrie verte, partage de la valeur. Ça va être important, partage de la valeur. Et la loi immigration a été repoussée une 3e fois, sauf qu'elle a donné une deadline, ce sera à l'automne prochain. Elle a en plus, pour le coup, là, j'aime bien Elisabeth Borne parce qu'elle a été très claire. Elle a dit je vais laisser le temps aux Républicains de se mettre d'accord entre eux. Parce que là, visiblement, ils n'arrivent plus à se parler, les enfants. Donc, on a besoin des Républicains pour faire voter cette réforme. Visiblement, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, je leur donne le temps de discuter. Rendez-vous en automne prochain, dernier CARA, pour voter cette réforme immigration. Ouais, ça te fait rêver, toi, Claire, ce programme? Non, Oui, j'ai l'air rêveuse là. Non, clairement, on a d'une part le fait que c'est des mesures qui étaient déjà prévues. Donc oui, il n'y a pas de nouveauté. De dire que c'est en 100 jours, ok, mais bon, ça nous avance pas à grand-chose. Et surtout, vous avez en parallèle quand même, du côté de Bruno Le Maire, l'annonce qu'en fait, on va continuer à réduire les dépenses publiques. Donc j'ai envie de dire, ok, c'est bien de mettre plein de chantiers sur la table, mais le diagnostic très largement partagé, c'est qu'on a besoin de moyens humains et financiers pour des services publics qui sont d'ailleurs, si on parle de la transition écologique, c'est la base. Si on n'a pas des hôpitaux à peu près en état en cas de canicule, etc., si on n'a pas un service de pompiers, etc., face aux feux de forêt, donc ce que te répondrait le gouvernement s'il était autour de la table, il te dirait, je me fais l'avocat du gouvernement, il te dirait, on les met les moyens. Dans la justice, on va augmenter, on n'a jamais embauché autant de magistrats et de greffiers. Là, ils vont arriver dans les territoires. Plus de 200 brigades de gendarmerie. Dans l'école, ils sont en train de boucler le pacte enseignant, donc augmentation de rémunération, sous condition certes, mais augmentation de rémunération. Dans la santé, le Ségur de la santé, plus la fin du numerus clausus, plus le déploiement de tout un tas de gens. Voilà, le gouvernement te répondrait, on les met les moyens. C'est peut-être pas encore assez, mais on les met les moyens. C'est ça le problème avec la manière dont ils communiquent. C'est-à-dire que pour l'ensemble des points que tu viens d'évoquer, si tu calcules bien le détail, en fait, l'enveloppe globale, elle n'est pas en augmentation. Je veux dire, pour les enseignants, il y a 70% des enseignants qui ne vont pas avoir leur rémunération augmentée suite à ce truc-là. Et le pacte, c'est contre des heures en plus. Je veux dire, c'est le travailler plus pour gagner plus complètement pour les enseignants. de Sarko. Donc, on est sur rien de nouveau et on est sur une trajectoire austéritaire de baisse des dépenses publiques. Donc, c'est mathématiquement impossible qu'il y ait plus de moyens, en fait. Donc, ça va être des réorganisations. Ils vont prendre Apple pour... ils vont faire ils vont réallouer des fonds d'un endroit à l'autre, mais il n'y aura pas de renforcement des services publics, il n'y aura pas de meilleur traitement pour les fonctionnaires. Donc, il y a des effets d'annonce qui, à chaque fois, demandent à être détricotés. Et qu'il y a un travail de décryptage qui est fait très bien par des économistes à chaque fois. Mais le tableau global, c'est un État qui baisse ses dépenses publiques. Je précise que le Haut Conseil aux finances publiques réclame effectivement des mesures d'effort pour retrouver une trajectoire de maîtrise des comptes publics, ce à quoi s'est engagé le gouvernement. En tout cas, Emmanuel Macron prévoit de laisser les clés du pays en 2027 avec un déficit public inférieur à 3%, d'où la réforme des retraites, entre autres. Malek. Oui, non, en fait, ok, il y a de l'argent qui est réalloué et tous les ministres dans les médias pendant les matinales. Oui, mais moi, augmentation historique du budget dans mon ministère et tout. Ok, bon, déjà, les gars, Claire l'a dit, on déshabille Paul pour réhabiller Jacques. Désolé pour Paul et Jacques. Et dans un second temps, on pourrait mettre encore beaucoup plus d'oseille si on le voulait, si on allait chercher l'oseille au bon endroit. Je reparle de la taxation des super profits l'année dernière. Voilà, encore une fois, l'oseille, on peut aller le chercher. On peut parler de fraude fiscale plutôt que d'être focus sur la fraude sociale, Bruno Le Maire, le Maghreb, tout ça. Et pour le coup, Elisabeth Borne en a parlé dans sa conférence de presse en disant fraude fiscale et fraude sociale, mais il y a des moyens qui vont arriver dans la fraude fiscale. J'ai l'impression aussi que le gouvernement... En tout cas, si j'en prends pour preuve le ton de l'allocution d'Emmanuel Macron par rapport à celle de son interview, j'ai l'impression qu'il change aussi un petit peu de discours et qu'il commence à en faire un peu plus, sûrement pas suffisamment à ton goût, mais qui commence à en faire un petit peu plus dans le sens de la justice,
en disant la fraude fiscale, c'est intolérable. Il va falloir lutter contre de manière beaucoup plus agressive. La répartition de la valeur dans l'entreprise, Emmanuel Macron en a parlé lui-même en disant il y a des boîtes qui dégagent tellement de bénéfices qu'elles rachètent leurs propres actions. Il va falloir qu'elles fassent croquer leurs salariés. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un discours. Et puis la répartition de la valeur dans l'entreprise, oui, en fait, c'est la suite de ce que je disais. C'est ça, on en parlera. Avec Olivier Grégoire. Tout à l'heure, j'étais en arrivant, j'étais en train de lire le rapport dans les grandes lignes d'Oxfam qui nous donne l'échelle entre un SMIC et un grand patron du CAC 40. On parle de 423 fois le SMIC. Ça n'a jamais été autant, ouais. Et ce matin, il y a un monsieur sur un marché qui en parle à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, moi je suis pas d'accord, je suis d'accord avec vous. Franchement, c'est. Oui, non, c'est un peu Macron chiant. A reconnu lui-même que c'était vraiment pas ouf. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça dépend à quel. C'est ça qui est très bizarre. En fait, c'est Emmanuel Macron, ça dépend qui est en face de lui. Vraiment le en même temps. Oui. Parce que, ouais. Mais il faudrait qu'il soit président. Antoine. Oui, juste sur le côté, t'as l'impression quand même qu'il y a des petites fractures dans la Macronie à l'heure actuelle quand même quand tu regardes un petit peu les différentes personnes parce que d'un côté t'as Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui essayent de pousser la barre à droite avec des ambitions pour la présidentielle de 2027 qui ne sont pas du tout cachées, notamment sur les questions de fraude sociale, sur les questions d'immigration. Et quand même, tu sens que ça en met quelques-uns mal à l'aise. D'ailleurs, Elisabeth Borne qui dit la question de l'immigration, on va peut-être se calmer les copains parce que là, on a déjà fait fort, on va peut-être pas essayer encore de faire une autre dinguerie dans les prochains mois. Tu vois que tu as quand même quelques voix qui commencent un peu à s'élever à la gauche du bloc d'Emmanuel Macron. Ouais, non, mais c'est vrai, ça va être à étudier de près. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait Barbara Pompili sur le plateau de Backseat, qui apparemment s'est pris une soufflante de la part de Macron. Vraiment la malédiction de Backseat jusqu'au bout. Elle s'est pris une soufflante parce que voilà, elle gueule quoi. Mais c'était très intéressant. S'il y a autant de démocratie et d'écoute au sein du mouvement En Marche que ce qu'ils arrivent à instaurer de démocratie et d'écoute dans le pays, je pense que même les voix de gauche au sein d'En Marche, je veux dire, s'ils ont accepté Darmanin, avec tout ce qu'il a pu dire, tout ce qui s'est passé, même très récemment avec Mayotte, etc., c'est que on est déjà dans une situation où les voix de gauche, avec beaucoup de guillemets, au sein de la Macronie, ne sont pas audibles et n'ont pas d'assises dans... Et j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas très fort non plus. D'ailleurs, c'est intéressant Antoine, parce que Malek. Il y a une mauvaise compréhension de ce que sont les électeurs d'Emmanuel Macron. Parce que quand tu regardes les valeurs de ce bloc-là, quand tu regardes les valeurs sur les questions économiques, c'est très libéral, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sur les questions culturelles, c'est pas aussi à droite que le positionnement du gouvernement, notamment sur les questions d'immigration. Et ça, c'est... En fait, le bloc d'Emmanuel Macron, il est... libéral sur ses électeurs, pas son positionnement à lui. Il est libéral sur les questions économiques, mais il est plus à gauche sur les questions sociétales. Il est libéral socialement parlant, pour la PMA, pour le mariage pour tous, pour la fin de vie. C'est pas de droite économiquement et de droite culturellement, comme le sont les électeurs de LR et comme le sont les électeurs du Rassemblement national. D'accord, ok. Malek. En ayant tout ça en tête, moi, je me rappelle en 2015, quand il y avait eu la proposition de François Hollande très clivante sur la déchéance de nationalité, des ministres au sein du gouvernement avaient pris position, je pense à Najat Vallaud-Belkacem et d'autres, en disant « Non, les gars, nous, on n'est pas dans ça ». Là, avec tout ce qui va arriver, et notamment avec la loi d'immigration, ça va être intéressant d'aller voir tous les gars de l'aile gauche, je sais pas c'est quoi, mais de l'aile gauche de la Macronie, et de leur demander « Ok, les gars, c'est pour ou contre, du coup ?» On soutient pas, voilà. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu rappelles effectivement le quinquennat Hollande, et puis moi je rappelle aussi à l'occasion les années Jospin où on en fait, Usul en fait une espèce d'époque dorée de la gauche plurielle, etc. Tous les jours, les ministres dans toutes les matières de radio disaient l'inverse de ce qu'avait dit le Premier ministre la veille. C'était un enfer à gérer. Mais c'est ça la gauche plurielle, c'est un cauchemar. Mais voilà, et en tout cas il y avait une gauche, il y avait une droite, c'était le bordel, etc. Là, c'est vrai que le bout du bout de ce que j'ai entendu, c'est effectivement Barbara Pompili qui dit que le président n'a pas une culture écologique très poussée. Bon, ok, on a vu pire. Elle dit quand même qu'elle n'aurait pas voté les 67 ans et qu'elle hésite à voter la loi d'abrogation. 64. Oui, 64 ans. Bientôt 67 peut-être, je ne sais pas. Qu'elle hésite à voter l'abrogation. Et puis, je sais pas, sur le plateau de Backseat, on avait eu Clément Beaune qui disait qu'il était favorable à une proportionnelle intégrale. Bon, c'est pas une prise de position dingue. Non, mais c'est vrai, la gauche de la Macronie, si tant est qu'elle existe,
Elle a perdu sa voix. Elle en fait pas des caisses, quoi. Ou alors, je sais pas, ou alors elle fait exprès pour pousser en interne, mais enfin, ça se voit pas non plus beaucoup. Non, je sais pas. Bon. C'est compliqué d'être audible quand t'es en minorité autant que la gauche les anciens de gauche le sont au sein du bloc d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même les principales figures qui sont mises en avant, c'est Bruno Le Maire, c'est Gérald Darmanin, c'est des ministres qui viennent de la droite et qui, pour citer Gérald Darmanin, considèrent quand même que Marine Le Pen est trop molle. Donc on en est là. Je pense qu'il y a aussi le fait que, en fait, du coup, En Marche s'est construit avec cette idée, on transcende de droite-gauche, etc. Mais là, on arrive, et on l'a diagnostiqué avant, on arrive de plus en plus à un moment où c'est intenable et où les éléments de gauche et de droite se confrontent de plus en plus. Donc, en fait, c'est une situation où peut-être un Clément Beaune, etc., va accepter des choses avec lesquelles il est hyper mal à l'aise, pour faire tenir cette idée qu'ils ont martelée et sur laquelle est assis leur pouvoir, que si, ça marche, on est différent, mais c'est comme ça c'est pour ça que c'est positif, etc. Alors qu'en fait, gouverner un pays, il faut avoir une vision politique structurée, cohérente, en fait. Et le fait qu'elle est si incohérente que ça, de Macron ? Le fait que Elisabeth Borne, elle parle non plus d'aller chercher une majorité, mais de composer des majorités selon les textes, pardon, mais c'est un pouvoir politique. Mais Macron le disait déjà en juillet dernier, ça. Oui, mais... Macron, il veut libérer les énergies. Non, mais quand tu rentres dans le détail, Emmanuel Macron a d'ores et déjà constaté qu'il n'avait pas de majorité absolue dès juillet dernier en disant il va falloir qu'on compose des majorités de projets. Ce qui est arrivé, je le rappelle quand même, à plusieurs reprises. Il y a eu des majorités qui ont été trouvées sur l'IVG dans la Constitution, sur la loi, sur le nucléaire, sur des textes. Sur des textes bien précis. Là, c'est la ligne de la fin du quinquennat. Et c'est ça qui est problématique. Ça veut dire, c'est quoi en fait ta ligne directrice ? On ne sait pas. De toute manière, on n'a jamais su ce qu'était le macronisme. Alors, si on connaît sa ligne directrice à lui, ce qu'on se tue à lui dire, c'est qu'il n'a pas de majorité pour la soutenir. Cette ligne-là. Ça, c'est certain. La preuve avec la réforme des retraites. Donc, si c'est pour trouver des majorités sur les feux de forêt, super, il y en aura sûrement. On est tous pour les arbres et tout, c'est génial. Mais ça, c'est pas structurant comme réforme. La réforme des retraites, c'est structurant. Son ambition sur la réindustrialisation, c'est structurant. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est structurant. Là, il n'aura pas de majorité. Donc. Ouais. Moi, ma crainte. Et personne d'autre que lui n'en a, au demeurant. Je le rappelle toujours. Oui. Claire. En fait, c'est qu'il va pouvoir pousser, je pense, toutes les réformes globalement économiques, parce qu'il va réussir à trouver une bricole avec LR, etc. Mais il va devoir les pousser contre une partie de la population. Du coup, il va garder la partie libérale, néolibérale sur le plan économique. Par contre, il va être forcé, s'il veut avancer, d'employer des outils de plus en plus, et une manière de gouverner de plus en plus autoritaire et de plus en plus verticale. Et les effets à long terme sur nos démocraties de ce processus-là, on ne sait pas ce que ça peut donner, en fait. Et a priori, ça ne donne pas que du positif, parce que le jour où, en fait, cette créativité, cet aspect aussi humoristique et positif du mouvement qu'on a vu autour de la réforme des retraites, le jour où ça s'épuise, on est en terrain inconnu. Ce qui est sûr, c'est que la suite de la mobilisation, casserole, tout ça, il y a un point d'interrogation, mais je pense qu'il y aura une suite, mais sous une autre forme, et c'est certain. Et la question, c'est comment on gouverne avec ça, comment avec des majorités, et si une majorité sur un texte tient au vote ou non des élus RN. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que des ministres, est-ce que Clément Beaune, Gabriel Attal, Pape Ndiaye accepteraient d'être dans un gouvernement où un texte tient peut-être sur... Mais peut-être que c'est que 3 députés RN au sein du groupe RN. Mais ok... Oh non, ils votent en groupe. Ils votent d'un seul bloc. Ils votent très souvent en groupe parce que le groupe RN, malheureusement, est bien tenu. Mais avec la force, mais est bien tenu. Mais si un jour le texte, sur la loi immigration, pour l'instant, le groupe RN dit qu'ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans ça. Mais si un jour, ça tient à eux. Et comment on réagit en Macronie ? Comment réagit Clément Beaune ? Comment réagit Gabriel Attal ? Comment réagit Pape Ndiaye sur la question de l'immigration ? Vraiment, c'est quelque chose qui me... Voilà, lui qui a été à la tête du musée national sur l'immigration, vraiment, c'est une question que je me pose. Tiens, attends, parce que ça y est, j'ai mon esprit d'escalier là, qui commence à partir en couille. Imaginons
Le scénario, admettons, le scénario que la loi immigration arrive à l'Assemblée, que les Républicains ne savent toujours pas s'ils la votent pas, machin, etc. À la surprise générale, à la dernière minute, les RN soutiennent le texte et c'est grâce aux RN que ça passe. Et ouais, mec. Marine Le Pen passe pour regardez, je suis responsable, je peux voter des textes, même avec un Emmanuel Macron que je n'aime pas, mais c'est dans l'intérêt supérieur des Français, blablabla, l'immigration. Politiquement, c'est très habile. Politiquement, c'est smart. Les LR, ils disparaissent totalement. Alors là, franchement, ciao, bye les gars. Et là, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire Clément Beaune? Qu'est-ce qu'il va faire Papendia? Et moi, je suis pour qu'on les prenne à témoin à ce moment-là. Ce sera le moment de l'inviter. Est-ce qu'il acceptera de venir à ce moment-là? Qu'ils viennent. Je sais pas, non, j'en sais rien. Je viens d'inventer ça dans ma tête, mais vous me connaissez. Hein, voilà. Il faut admettre. Moi, j'ai de l'humour. Non, on verra. On verra. On va parler de la gauche. Parce que quand même, il n'y a pas de raison. On va parler de la gauche. Mais avant ça, je voulais faire un petit moment de publicité, les amis. Vous le savez, Backseat n'existe que grâce à vos dons. C'est grâce à vous, je tiens à remercier toutes les personnes qui font des dons sur le KissKissBankBank. Le KissKissBankBank, donc, qui est la plateforme de financement participatif que nous utilisons depuis la disparition de Utip. Vous êtes déjà des centaines à nous soutenir chaque mois avec un don. Je précise, si vous voulez suivre les VOD de Backseat à partir d'un don minimum de 5 € par mois, vous pouvez donner plus, n'hésitez jamais. Mais à partir de 5 €, vous pouvez avoir accès aux VOD complètes des émissions Backseat dès le soir de l'émission. Et si vous voulez les avoir, il faut que vous sélectionniez la contrepartie qui s'appelle VOD. Voilà, je le précise. Les autres, ceux qui l'ont pas fait mais qui font des dons supérieurs, on va continuer à vous envoyer des mails pour vous envoyer la vidéo dans la foulée, mais pensez quand même à le faire. S'il faut que vous annuliez votre don pour en refaire un nouveau, ça peut aussi passer par là, n'hésitez pas. Mais ce soir, chers amis, je voulais vous annoncer quelque chose d'autre de très important. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons le retour de la boutique de Backseat. Ouais. On a trouvé une solution. Maintenant qu'on n'a plus Utip, on est obligé de passer par un autre partenaire. Et donc, on a ouvert une boutique sur Redbubble. Sur Redbubble, voilà, sur Redbubble. Un système assez classique de boutique, vous savez, où on upload un logo, un visuel que vous pouvez appliquer sur différents types de produits. Eh bien, c'est le cas. Ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons une boutique qui est ouverte sur Redbubble. Le lien vous est mis par les modérateurs dans le chat. Le lien sera aussi en description de cette VOD sur YouTube. Vous pouvez trouver tout un tas de produits. Voilà, la régie vous a fait une micro-sélection pour vous montrer. Regardez comment vous serez heureux et bel et beau. Vous avez un mug Backseat où c'est écrit en énorme, parce que je sais que ça avait été demandé par les gens. Vous avez des choses absolument formidables. Vous avez aussi Je peux pas, j'ai Backseat. Ça y est, il est sorti. Voilà, donc vous l'avez en version casquette, en version t-shirt, etc. Et vous avez Los Republicanos. Il est là, oui. Applaudissements. Vous pouvez avoir le t-shirt Los Republicanos, ça y est, il est sorti, regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Los Republicanos, c'est sorti, c'est officiel, il est dispo sur la boutique, n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez bénéficier de tout ça. J'en profite pour vous le dire, il y a 20% de réduction sur la boutique, mais que aujourd'hui. Profitez-en. Alors pour le coup, c'est pas nous qui faisons les promos, c'est le site. Ouais. Donc je vous le dis, 20% de réduction aujourd'hui. Voilà, sachant que les produits que vous achetez, non seulement ils vous rendent beaux et belles sur les plages cet été, c'est très important, mais en plus, ils financent Backseat. C'est comme pour ça qu'on fait une boutique. Nous, on aime beaucoup les t-shirts et tout, mais c'est surtout pour donner du pognon à Backseat pour qu'on puisse continuer à vous faire cette belle émission. Donc, n'hésitez pas à acheter le t-shirt Los Republicanos, le t-shirt Backseat. Il y a des coques de téléphone, il y a des mugs, il y a même un plaid pour le lit. Je sais que je vais l'acheter, c'est sûr. Voilà, il y a plein de bêtises. N'hésitez pas. Le chat demande s'il y a une casserole. Non, il n'y a pas de casserole. Est-ce qu'ils font des ustensiles de cuisine? Tiens, je suis pas sûr. Non, mais ce qui est cool avec Redbubble, c'est que pour des personnes qui ont de l'embonpoint comme moi, ils font des grandes tailles. Donc tout le monde pourra s'habiller, tout le monde peut acheter. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Prenez vos hoodies, prenez vos casquettes, équipez-vous. Pas grave, équipez-vous Backseat, n'hésitez pas à y aller à fond et on va continuer sur cette boutique à vous proposer des modèles, à vous proposer d'autres trucs en lien avec les émissions. Le but, c'est que vous envoyiez du pâté cet été sur la plage. Je compte sur vous, merci à toutes et à tous. Et il y a des gourdes, oui c'est vrai, il y a des gourdes, on n'a plus d'excuses sur le plateau pour avoir des bouteilles en plastique, c'est vrai. C'est vrai. C'est fabriqué où? J'en sais rien. Je suppose que c'est fabriqué en Asie. J'ai aucune garantie à vous apporter de ce point de vue là pour dire que c'est fabriqué en France, je ne sais pas du tout. Donc voilà, et on continue à travailler avec KissKissBankBank pour vous permettre de faire des dons ponctuels. Ça, on est toujours dessus, ils sont en train de faire bosser leurs équipes de dev. On a la boutique, ça y est, c'est bon, au moins jusqu'à la fin de la saison, et vous pouvez toujours faire des dons réguliers sur le KissKissBankBank pour obtenir la VOD. Voilà, ça c'était pour les annonces. Merci pour vos applaudissements pour la boutique, voilà. Merci les copains. Merci à vous.
N'hésitez pas. Alors, on voulait parler aussi de la gauche pendant ce temps-là, parce que ça commence à bouger un petit peu du côté de la NUPES, ça commence à bouger un petit peu. Rappelez-vous, on avait reçu Manon Aubry, l'ancienne tête de liste des Européennes en 2019 de la France Insoumise, autour de la question de la liste d'union. Union, pas union, de la gauche pour les élections européennes. On avait eu aussi Clémence Guettet de la France Insoumise qui était venue nous en parler. On sent que du côté de la France Insoumise, il y a une énorme envie qu'une liste commune soit présentée, mais que du côté d'autres partis de gauche, ça grince un peu des dents, en tout cas pas toutes les dents. On va en parler. Est-ce que quelqu'un autour du plateau peut nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de faire une liste unique ou pas unique aux élections européennes ? Ce que nous explique Manuel Bompard, qui nous a expliqué il y a une dizaine de jours, c'est que la NUPES, en réalité, à l'Assemblée nationale, ça marche bien. C'est une lecture. Et qu'on peut emmener ça aux urnes encore aux européennes et faire plier et Emmanuel Macron avec sa majorité et le Front National et ressortir grand gagnant de cette élection européenne. Voilà. Bon, moi, ensuite, mon analyse, c'est qu'en réalité, il y a des divergences sur l'Europe entre les partis de la NUPES. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'accord même de la NUPES qui a été dealé en juin dernier, où tous les partis se sont accordés pour écrire noir sur blanc qu'il y avait des désaccords sur la question européenne. Ah bah on peut sortir les gros mots, hein. On peut dire qu'il y a une partie de la NUPES qui est proche de l'euroscepticisme. Oui. Je pense à la France Insoumise qui a proposé par le passé un certain nombre de scénarios de désobéissance, de sortir des traités, de trucs comme ça. Alors justement, et de l'autre côté, on a quand même des fédéralistes que sont les écolos qui historiquement, et certains socialistes aussi, sont diamétralement opposés sur la question, ils sont fédéralistes. Donc c'est quand même en termes de, là franchement en termes de dissonance, c'est violent. Et là, je vous vois tous les deux, vous avez envie de réagir. Claire, vas-y, dis-moi, est-ce que c'est indépassable, ce clivage ? Alors, déjà, la question, c'est est-ce que la gauche, qui est aujourd'hui le seul rempart à l'hypothèse RN en 2027, peut, après s'être unie et avoir soulevé un espoir aux législatives, peut se permettre de refaire campagne les uns contre les autres ? Parce qu'en fait, c'est ça qui va arriver. Même si, effectivement, il y a l'énergie déployée surtout à critiquer le projet de Macron et le projet du RN, en fait, une campagne, les militants, etc., il y a des clivages qui se recréent. Et on va renforcer des disparités que l'accord NUPES électoral, même si on avait effectivement pointé les points qui faisaient des accords, ça risque, en fait, de fragiliser cet édifice-là. Après, sur les points de divergence, en fait, si vous avez des voix à la France Insoumise qui disent nous, on souhaite faire une liste commune, c'est qu'il y a aussi une volonté d'ouvrir le débat sur les points de divergence et de trouver un accord. Donc moi, je trouve ça plutôt positif qu'il y ait au moins, au sein de la NUPES, cette volonté de dire, regardez, on n'est peut-être pas complètement d'accord, mais on peut se mettre d'accord peut-être sur une stratégie, sur une manière de parler, d'emmener un narratif, parce que je ne parlerai pas d'euroscepticisme. Hein. C'est une vision alternative de comment devrait s'organiser politiquement et économiquement l'espace européen. Quand on lit vraiment le programme, notamment le plus récent de la France Insoumise, qui a eu des points d'évolution sur cette question depuis... Ah, c'est vrai, c'est vrai, ça je le reconnais, bien sûr. Et c'est beaucoup plus ça qu'une volonté qu'une critique par nature, par essence de l'Union européenne en tant que telle, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, il y a des gens dans le chat qui faisaient remarquer, et c'est fou ce qu'ils sont perspicaces, ils sont extraordinaires, les gens dans le chat. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui disaient la guerre en Ukraine rebat les cartes. Et c'est vrai, crise de l'énergie, même le Covid a rebattu les cartes. À quel point est-ce que ça fait bouger la France Insoumise sur ces sujets-là ? Est-ce que Jean-Luc bouge ? Pas des masses, mais que reste-t-il de Jean-Luc au sein de la France Insoumise ? Non, si, quand même. Quand même, quand tu regardes... Vas-y, Antoine. Alors, 2012, le programme de la France Insoumise sur les questions européennes, c'est... Le Front de gauche à l'époque. Oui, sous l'étiquette du Front de gauche, pardon. C'est sortie des traités européens. 2017, c'est plan A, plan B. Donc là, c'est-à-dire, d'abord, on discute, et puis après, on voit ce qui se passe si ça ne marche pas, mais ça va marcher, la discussion. 2022, on est sur... non, on désobéit au cas par cas sur les traités qui nous dérangent. Après, ce qui est certain, c'est que, oui, t'as quand même... C'est les points où il y a le plus de divergence entre les trois partis. Mais alors, tu regardes le vote des différentes formations politiques au Parlement européen, donc du groupe parlementaire de la France Insoumise, du groupe du PS et du groupe de ELV. Taux de convergence des votes entre LFI et le PS, donc 76%.
C'est-à-dire 76% du temps, ils votent la même chose. Entre LFI et ELV, c'est 79%. Et entre le PS et ELV, c'est 91%. Donc tu vois que tu es quand même sur une espèce de cohérence en termes de ce qui se passe concrètement une fois qu'ils sont au Parlement Après, européen. ça, c'est des pourcentages de vote similaires. Il faudra regarder dans le détail sur quel texte, parce que tu peux aussi avoir des trucs très, 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 très structurants européens, comme des textes très secondaires. Alors justement, là, la question qui provoque le plus de divergence, le sujet qui provoque le plus de divergence, c'est sur la pêche. C'est pas vrai. Pas foutu de se mettre d'accord sur les poissons. Non, mais tu vois que c'est... Ah, d'accord, ok. Non, mais dit comme ça, ouais. T'as pas tant de divergences que ça, en fait. Elles sont généralement montées en épingle dans les médias, au moment où elles apparaissent, mais dans les faits, tu as quand même une certaine cohérence de fond. Malek. Avant de penser liste, et puis en réalité, c'est un peu le discours de Manuel Bompard, avant de penser liste commune, je pense que justement, on rappelle que l'année dernière, la France Insoumise ne voulait pas forcément discuter au début avec le Parti Socialiste pour discuter d'un accord de la NUPES. Ah, alors moi je me souviens que sur le plateau de Baxit, il y a des hauts responsables de la France Insoumise qui sont venus nous expliquer que jamais de la vie on fera un accord avec le PS. Bon. Deux mois plus tard, ils en faisaient un. On avance, on fait l'état des lieux un an après, des choses ont bougé. Je pense que l'étape 1, c'est l'espace de discussion sur la question européenne, appelez ça convention, ce que vous voulez, mais voilà, au moins on discute, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on propose, et ensuite... parce qu'on ne peut pas l'omettre, il va y avoir la question de la petite politique Iris et qui prend la tête de liste. Quelle est la répartition? Sur quelle base? Est-ce qu'on prend les résultats de la dernière législative? Certains partis vont dire oui, mais les cartes ont été rebattues depuis. Point d'interrogation, ça peut aussi à la fin bloquer, j'espère pas, la liste commune de la NUPES. Manon Aubry, qui était sur ce plateau la dernière fois, vous vous souvenez du petit jeu de rôle avec Usul qui se faisait passer pour un écolo, etc. Non mais vous rigolez, je vous dis ça, elle m'en voudra pas si je vous le raconte, mais en fait, elle m'a envoyé des textos en disant tu déconnes, mais ça m'a vachement aidé en fait cette discussion avec Usul, parce qu'en y réfléchissant, bref, et donc en rigolant, elle me faisait remarquer que dans son interview à Libération, elle pose sur la table deux trucs importants. La France Insoumise est prête à discuter de la tête de liste. Donc Manon Aubry est prête à ne pas être à nouveau tête de liste, en disant moi je suis prêt à le laisser, à qui discutons-en, etc. Mais ça déjà c'est un move de porte ouverte, on fait pas de préalable de tête de liste, machin. Bon, on est prêt à ce soir un écolo. Et deuxième truc qu'elle dit, on est prêt à discuter sur la base des équilibres de 2019, pas ceux de 2022. Sous-entendu, on est prêt à négocier avec les autres partis de la gauche une liste unique, une liste commune, sans venir avec notre grosse corde des présidentielles en disant vous fermez tous vos gueules, c'est nous et c'est comme ça, pas autrement. En disant non, en 2019, c'est vrai que la France Insoumise, on s'en est pas hyper bien sorti. Les écolos étaient vachement meilleurs que nous. Rediscutons sur la base de ces équilibres-là et tout. Donc Manon Aubry, elle a l'air de se présenter en mode discutons. Ce qui du coup est smart d'un point de vue tactique parce qu'elle place les écolos dans la position de ceux qui refusent. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils font les commentateurs politiques avec des sweats jaunes sur les plateaux sur Twitch? Eh ben ils se tournent vers Marine Tondelier, ils font alors Marine Tondelier, pourquoi vous voulez pas la France Insoumise? Regardez, elle est ouverte d'esprit. Très smart de la part de la France Insoumise. Finalité, c'est Usul qui a sauvé la gauche. Ah mais ça toujours, ça voilà. Mais c'était le... Antoine et Claire. Sur ça, c'est un papier de Charlotte Belaïch dans Libération qui faisait notamment, enfin qui sortait des offs d'Olivier Faure, qui avait une posture qui était extrêmement pertinente, je trouvais, en disant chacun des trois grandes composantes de la NUPES, on va éviter le Parti communiste parce que bon, compliqué. On va pas revenir sur le sujet. On peut pas revenir, c'est pas le jour de la saucisse, bref. Il disait en gros, Olivier Faure, chacun des trois grandes composantes a ses propres forces. C'est-à-dire que les ELV, c'est les européennes. Ils sont plus forts dans les européennes que les autres partis de la gauche. Le PS, c'est les élections régionales, départementales. Et la France Insoumise, c'est les élections nationales. Donc en gros, unissons-nous de manière globale et chacun profitera des forces des autres plutôt que de partir séparés. Parce que ce qui va se passer, c'est si Europe Écologie Les Verts refuse d'aller avec la France Insoumise et le Parti Socialiste dans une liste commune, Mélenchon derrière, il va dire non mais attendez les gars, vous n'êtes pas venus avec moi pour les européennes et derrière on va retenter la NUPES quand ça vous arrange parce que vous êtes nuls pour la campagne présidentielle. Ouais, alors je continue à réfléchir. D'ici là, il y aura quand même les élections locales, les municipales, etc. Et là, les Insoumis, il ne faudra pas qu'ils fassent l'effet de bouche, parce que c'est eux qui n'arrivent pas à se faire élire dans les municipalités. Donc il y a un moment, vous les déplacez sur les listes. Ils s'en fichent. Le LFI, c'est un parti qui est fait. C'est une machine de guerre électorale pour la présidentielle. Point. Le fait d'avoir une structuration locale et de faire des gros scores aux européennes, c'est pas leur point. C'est de maintenir ça aussi, c'est en train de changer.
Là, tu m'as fait la leçon tout à l'heure, là c'est à mon tour. C'était en train... Non, mais attends, c'est en train de bouger. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai défendu pendant des années. Ils avaient même un mépris absolu pour les élections sénatoriales en disant ça sert à rien le Sénat. La vérité, c'est qu'ils ont tellement pas d'élus locaux que ça sert à rien de présenter des candidats aux sénatoriales. Ils en auront jamais aucun. Mais c'est en train de bouger. Rappelle-toi ce que disait Clémence Guettet sur le plateau de l'excellente émission Backseat, où elle expliquait que il y avait aussi une volonté du côté de la France Insoumise de commencer à réfléchir à la structuration locale, voire même un embryon de démocratie interne, un maillage territorial avec la NUPES pour pourquoi pas commencer. Ça coûte rien de le dire. Alors on fera des très bonnes émissions dans 2 ans sur les municipales et là on va rigoler. Non mais c'est ok. Si on regarde la situation, on a quand même là on est dans un mouvement social où clairement c'était les valeurs et les idées de gauche qui étaient au centre du mouvement et où même localement quand on regarde en fait il y a des groupes NUPES qui existent encore. Hein. Les militants sont pas... Ça dépend bien sûr des territoires, mais cette campagne législative qui est pourtant été rapide, elle a créé des vrais liens localement. Et ça, en fait, localement, ils sont déjà en train de réfléchir, d'organiser les choses pour éventuellement des perspectives de municipales. Ça ne veut pas dire que partout il va y avoir des listes communes, etc. Mais là, il y a un terreau qui est hyper prometteur si jamais en haut on arrive à continuer à faire croire en cette unité et à essayer d'avoir une discussion intelligente et apaisée sur effectivement les points de désaccord qui restent et sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre les différentes forces politiques en fonction effectivement des forces de chacun, des caractéristiques de tel ou tel parti, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre choix. Les électeurs ne... Alors, les électeurs et les sympathisants de gauche, effectivement, le disent. Ils auront, je pense, du mal à comprendre. Rappelez-vous comment est-ce que la NUPES était justifiée au moment de sa création sur ce plateau. Les premiers trucs que nous disaient les responsables qui venaient nous vendre la NUPES, ils nous disaient on se fait engueuler depuis 2 ans, 3 ans, par tous les militants qui nous disent rassemblez-vous. Pas les militants, les sympathisants. Les militants, c'est les premiers à vouloir se faire la gueule. Ça dépend lesquels. Mais rassemblez-vous. Maintenant, ça suffit. La gauche, rassemblez-vous. On se rassemble d'abord pour répondre à cette aspiration. Et là, effectivement, tu as raison. Les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche ne comprendraient pas cette division, alors même qu'on vient d'avoir un des mouvements sociaux les plus historiques, tous dans la rue, l'unité syndicale, la CFDT, la CGT, main dans la main, les gars, si vous n'êtes pas foutus. Justement, le côté de courroie de transmission politique des aspirations du mouvement, là, les gars, donc, ouais. Mais c'est un vrai point de rupture, parce qu'à ce niveau-là, si il n'y a pas d'union de la gauche pour les européennes, tu vas avoir, ça va être la compétition entre les 3 pour savoir lequel va se rapprocher le plus des 10%. Et devant ça, tu vas avoir le Rassemblement national, un score qui va être, selon toute probabilité, extrêmement élevé. Tu auras Renaissance qui sera aussi à un score élevé parce qu'il reste un socle macroniste. Et derrière, tu installes dans le débat public le fait qu'aux élections de 2027, c'est à nouveau un duel c'est un nouveau duel Marine Le Pen contre candidat Renaissance. Et du coup, la gauche repartira encore avec un train de retard qu'elle avait réussi à rattraper au moment des législatives. C'est surtout que là, en plus, on va avoir deux chantiers qui vont se chevaucher. Le chantier de l'ère 2, de l'acte 2 de la NUPES, et en même temps le chantier des européennes. Et en réalité, comment dire d'un côté, oui, bon, il faut qu'on reste unis dans d'autres conditions, et de l'autre côté, les gars, foutons-nous sur la gueule. Et ce que dit Manon Aubry, c'est que c'est le même chantier, les deux. Justement. Moi, je pense que c'est le même chantier. Elle propose une cinématique pour relier les deux, en disant, en fait, c'est justement par ça qu'il faut commencer. Je pense que c'est la porte d'entrée, voilà, justement. Je pense vraiment que les européennes vont être la porte d'entrée de cet acte 2, qui va dépasser en réalité les groupes parlementaires à l'Assemblée, et qui va vraiment concerner les partis. Et on voit que la NUPES ce que je voulais dire, c'est que la NUPES était maintenant une marque installée, en fait, auprès d'électeurs de gauche, de se dire, OK, bon, il y a l'union, la NUPES est une marque, c'est l'union des partis de gauche autour des questions essentielles, et détruire ça, alors que c'est un exploit presque, ce qui a été réalisé, à mes yeux. Personne n'aurait parié dessus encore quelques semaines auparavant, ce serait un peu du gâchis. Et LFI vraiment bouge sur la question. Moi, je vois encore plein de collectifs NUPES au niveau local sur la question des retraites, mais pas que sur les services publics, etc., qui continuent de vivre. Emmanuel Bompard appelle justement à des conseils locaux, et même Olivier Faure, à des conseils locaux de la NUPES ouverts aux syndicats, etc. Ce qui est plus intéressant de la part de Bompard que de la part d'Olivier Faure. Exactement. Mais je note effectivement, comme toi aussi, qu'Emmanuel Bompard lui-même a bougé sur ce sujet. Et oui, il y a une pression des militants qui veulent qu'on puisse, par exemple, adhérer directement à la NUPES. Ce qui n'est pas un petit sujet, parce que moi, j'ai vu des messages intéressants de gens qui disent je comprends pas pourquoi c'est pas déjà possible.
faut bien comprendre qu'un parti politique a besoin d'avoir une comptabilité précise de son nombre d'adhérents, parce que c'est ça qui pèse dans les négociations, dans les élections, etc. Donc je comprends aussi les réticences. Évidemment, les communistes ne veulent pas en entendre parler, mais c'est logique quand tu connais la structuration du parti politique, la puissance de ces fédés dans les départements où ils sont puissants. Donc c'est aussi logique. C'est-à-dire le parti communiste se comporte comme n'importe quel parti qui serait dans la situation du parti communiste. C'est pas spécifiquement Roussel, quoi. Donc voilà. Claire. Oui, sur ce point-là, en fait, ça a toujours été la logique de la NUPES qui n'avait pas vocation à devenir une entité homogène qui viendrait effacer les distinctions entre les partis. C'était établi que les partis composants et les mouvements composant la NUPES continueraient d'exister en tant que tels. Mais dans les faits, localement, pendant les législatives ou autres, il y en a plein de militants, ou des néo-militants d'ailleurs, pas mal, qui ont débarqué dans les campagnes, qui n'avaient pas d'étiquette, quand on discute un peu avec eux, on comprend qu'ils sont plutôt... on comprend la fibre de laquelle ils viennent, mais ils venaient là pour l'union de la gauche. Ils venaient là pour la NUPES, et effectivement, il n'y a pas de carte, ils ne payent pas une cotise, etc. etc. Mais leur appartenance politique... C'est l'union. C'est l'union, c'est la NUPES, et ça perdure, en fait.